Salut Eric. Salut Martial, Merci de nous salut accueillir. Simon. Merci de nous accueillir chez toi pour cette interview. Bien de Donc rien, aujourd'hui, je suis très honoré. nous aussi, ravis de venir pour en savoir plus sur toi, sur ton parcours notamment musical, comment s'est passée ta découverte de la musique irlandaise, comment était le contexte à Rouen quand tu as débuté ou pratiqué la musique irlandaise. D'accord. Donc on va commencer par la question qu'on pose à tout le monde. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Eric ? Bien. Donc Éric Lefort pour vous servir, natif de Lorraine, rouennais d'adoption. Je suis né à Nancy en 58, ça me fait 67 ans. Je suis arrivé en Normandie à l'âge de 11 ans en 69. J'ai passé toutes mes années de collège et lycée au Havre, chez mes parents. J'ai quitté le Havre à l'âge de 18 ans, dans des circonstances un petit peu spéciales. Bref, je me suis cassé de chez moi avec mon sac à dos et ma guitare pour parcourir les routes de France. J'ai habité à Rouen de 77 à 89, donc j'ai fait toutes mes études scientifiques, physiques et un peu d'informatique aussi à Rouen. J'ai quitté Rouen pour aller m'installer en région parisienne en 89 parce que j'avais trouvé du boulot dans les Yvelines jusqu'en 2004 et je suis revenu à Rouen. C'est là qu'étaient toutes mes attaches, mes amis, là où habitait la mère de ma fille. Et depuis 2004, je suis resté rouennais ou proche rouennais. Donc rouennais d'adoption, mais c'est à Rouen que j'ai passé la plus grande période de ma vie, donc je me considère comme rouennais. Maintenant pour le parcours musical, je mentionne très brièvement une année de conservatoire que j'ai subie pendant que j'étais collégien. Je pense que ce qui avait clashé, c'est que j'avais expliqué à mon prof de violon alto que moi je suis gaucher, comment ils font ? Non mais c'est pas grave, vous faites comme tout le monde. La deuxième étape, c'est, on va dire 17-18 ans. À l'époque, il y avait une manifestation musicale au Havre qui s'appelait Juin dans la rue, en plein air, accès libre, tout ça. Et c'est là que j'ai découvert mon premier groupe folk. Ça s'appelait Los del Soveter, qui faisait de la musique du Sud-Ouest. C'est là que j'ai découvert aussi la guitare folk avec Steve Waring. Tous les copains, ils parlaient de guitare à l'époque, Marcel Dady, le picking, etc. Donc pendant un an, ça ne marchait pas. Au bout d'un an, j'en ai eu marre. J'ai pris la guitare, j'ai démonté les cordes, je les ai remontées dans l'autre sens et j'ai repris la guitare comme ça. Ah ouais, ça va vachement mieux là. Ce problème du gaucher, ça m'a suivi toute ma vie dans mon parcours musical, en particulier pour les instruments comme la guitare, le banjo et beaucoup plus tard le violon. Et c'est une question qui revient souvent dans la pratique de la musique irlandaise parce qu'il y a beaucoup de fausses croyances à propos des gauchers et des instruments pour gaucher. Par exemple, moi en tant que flûtiste, on m'a souvent dit qu'une flûte pour gaucher coûtait beaucoup plus cher, que c'était beaucoup plus difficile d'en trouver une. Et en posant la question à des facteurs de flûte, je me suis aperçu que non. C'est une question qui revient souvent en fait. Le fait d'être gaucher, les gens se demandent si c'est pas un problème, alors que non, c'est pas un problème. Morphologiquement parlant, il n'y a aucun problème. Commercialement parlant, le marché des instruments pour gaucher est un marché de niche très restreint. Alors quand tu passes par la case conservatoire, il y a une espèce d'inertie et de paresse des enseignants conservatoires qui font tout pour te dissuader de jouer en gaucher. Il y a des tas de gens, en particulier les luthiers, qui considèrent que c'est aux musiciens de s'adapter à l'instrument et non pas à l'instrument de s'adapter aux musiciens. Revenons-en à ta découverte. Donc je me suis mis à la guitare en gaucher, et là ça allait vachement mieux. À 18 ans, j'ai repris des études à Rouen. Je me suis retrouvé en 89 avec un doctorat en physique en poche. Et puis, pour revenir à la musique, la véritable claque. Un jour, il y a les collègues du foyer qui m'ont dit « Ouais, tiens, à la MJC, il y a un houtenani. » Je ne sais pas ce que c'était, moi, un houtenani. C'est une soirée où il y a des musiciens qui viennent, puis on sort les instruments, et puis ça joue, et puis ce qui s'en rapprocherait le plus, aujourd'hui, c'est ce qu'on appellerait un bœuf. Et là, j'ai découvert. Il y avait des musiciens qui jouaient du bluegrass. Je ne connaissais pas du tout le bluegrass. Magique, la claque. Il y avait des musiciens qui jouaient de l'irlandais. Je ne connaissais pas du tout l'irlandais. La claque. Il y avait des musiciens qui jouaient du cajun. Je ne connaissais pas du tout le cajun. La claque. Un peu de folk français, mais enfin là, vraiment, là, j'ai pris la claque de ma vie. Et puis donc ça a fait son chemin. J'ai acheté une guitare folk.
Quand je suis revenu à Rouen, j'ai trouvé un banjo 5 cordes pour gaucher. Je l'avais trouvé à, je ne sais plus comment ça s'appelait cette boutique, à Paris, près du centre Beaubourg. Je crois que ça s'appelait Folk Quincampoix. Donc ils avaient un banjo pour gaucher. Bon, une infâme, mais quand même un banjo pour gaucher. Donc mes premiers essais ont été de bluegrass. Et puis j'ai rencontré un musicien quand j'étais étudiant en 78, je crois, qui lui était guitariste, qui faisait il faisait du flat picking, enfin bon, c'était une vraie bête, on a fait un peu de bluegrass ensemble, et puis il m'a fait découvrir Boffy Band. C'est là que j'ai réalisé que, punaise, ils sont passés il y a 6 mois à la salle Sainte-Croix des Pelletiers. Je suis pas allé les voir. La seule et unique fois de ma vie où j'aurais pu aller voir Bossy Band, je l'ai laissé filer. Bon. Et donc, il m'a branché sur la musique irlandaise. Et là, j'ai progressivement dérivé vers la musique irlandaise parce que bluegrass, c'est quand même dur. Ça fait pas rêver de la même manière. J'ai découvert progressivement que le bluegrass, c'est l'Amérique profonde, c'est l'Amérique vraiment profonde, un peu réac, un peu... bref, musique irlandaise, déjà géographiquement c'est plus proche, ça exploite des modes musicaux beaucoup plus riches, c'est du mineur, c'est... bref. Donc j'étais toujours à la guitare ou banjo, hein. Et alors ça devait être en 79, oui je crois, j'ai fait une colonie de vacances comme moniteur, où il y avait un des moniteurs qui avait un accordéon diatonique. Donc pendant les pauses, j'ai essayé de faire joujou sur l'accordéon. Après, avec les sous que j'avais gagnés à la colonie de vacances, je me suis acheté un accordéon diatonique. Qu'est-ce que tu as aimé à propos de cet instrument? L'accordéon? Ouais, qu'est-ce qui t'a plu au premier abord quand tu as essayé l'instrument là de ce... Je saurais pas dire. Je saurais pas dire. Bon, le côté inhabituel, 78, 79, il n'y avait pas grand monde qui jouait du diato. Il n'y avait pas grand monde qui connaissait l'existence d'un tel instrument. C'est un instrument qui respire, qui a du son, qui est facile à jouer. C'est très facile de se faire plaisir très rapidement. Prends l'instrument, au bout d'1 heure, ça y est, tu peux sortir des sons, mais je ne saurais pas vraiment expliquer. Mais il y a quand même la facilité de prise en main. Puis c'est un instrument qui pète. Puis c'est le hasard des rencontres. Je veux dire, le copain, il aurait joué de la cornemuse, peut-être que je me serais mis à la cornemuse. Peut-être. Et donc j'ai acheté un accordéon. Bon, à l'époque, il y avait un petit microcosme folkeux à Rouen. Ils avaient tous des accordéons en soldo. Moi, j'ai trouvé le seul qu'il y avait dans le magasin. Ah bah zut, c'est un Larrey. Donc, je pouvais pas jouer avec les autres. J'étais obligé de jouer tout seul. Donc, pour la petite histoire, modèle Honneur, modèle 2915. C'est le modèle en bois apparent, noir et or, avec les petits motifs. La 2 chevaux de l'accordéon diatonique, la 4L, quoi. Le machin pas très cher, mais bon rapport qualité-prix, increvable, robuste. Alors pour ceux qui disent du mal du 2915, à l'époque, on avait le choix entre ça et le modèle Scholler, fabriqué en Allemagne de l'Est, où là, c'était vraiment, vraiment de la... Donc cet accordéon, il m'a suivi fidèlement pendant plus de 10 ans. Et donc j'ai commencé à faire de l'accordéon diatonique en 80, grosso modo. Bon, j'ai fait mon armée avec mon accordéon, ce qui m'a valu quelques petites joies, parce que... Ah oui, tu joues de l'accordéon? Ouais, bah tiens, tu vas jouer pour le bal des officiers, là, donc tu vas avoir des séances de répétition. Ouais, bon, allez, hop, on part en manœuvre, là. Ah non, moi je suis dispensé, je fais de la musique pour le bal. Pratique. Ouais, je suis dispensé, je fais de la musique pour le bal. Oui, quand t'es au chasseur alpin, puis qu'il s'agit d'aller bivouaquer à 3000 mètres d'altitude, c'est le genre de choses que tu apprécies. Et donc, j'ai joué pendant très longtemps tout seul. Parce que je connaissais pas grand monde, je pouvais pas jouer avec les autres parce que j'étais en Larrey et les autres ils étaient en soldo. Donc j'ai exploré
pas mal de choses. Et puis la musique irlandaise aussi. Quelles étaient mes sources à l'époque? Ah bah oui, en 77, j'ai découvert... J'ai Mélodie Massacre, un disquaire branché qui était rue Massacre à Rouen. Ted Furay, le fiddle irlandais, spécial instrumental Le Chant du Monde. Bossy Band, et puis aussi Planxty. Un peu plus tard, des Danan, et puis c'est quasiment tout. Parce qu'à l'époque, pour trouver de la musique irlandaise, le web n'existait pas. Quand on voulait acheter des trucs, on les achetait dans les magasins. Donc je me suis mis à la musique irlandaise, j'ai joué beaucoup dans mon coin. Je ne sais plus exactement quand c'était, ça devait être vers 84-85. Je les connaissais déjà pour les avoir vus en concert à l'époque, mais j'ai été en contact un petit peu plus près avec la bande à Dominique Dantez, les St. Jack Tower Fugitives. Et bon, là, ils m'ont quand même appris des choses, hein, parce qu'ils étaient quand même nettement plus avancés que moi. Ils étaient déjà allés en Irlande. Jean-Marie, à l'époque, pour moi, c'était le dieu du violon. C'était à une époque, te dire, Pierre ne jouait même pas encore du whistle. Il y a eu un concours de circonstances où les Saint-Jacques avaient splitté. Jérôme Fisset et Alain Héroard avaient bifurqué, donc il n'y avait plus que Jean-Marie Vermande, Dominique Dantez et Christian Ray. Il n'y avait plus que ces trois-là. Donc ils m'ont proposé de jouer avec eux. Pendant, je ne saurais pas trop dire, peut-être 1 an, 2 ans, j'ai joué de l'accordéon avec les St. Jack Tower Fugitives. Il y a quelques souvenirs épiques, quelques bonnes galères. Ça n'a pas duré puisque en 89, je suis parti, j'ai quitté Rouen. Je me suis retrouvé en Île-de-France, au Mureau. Je suis resté pendant plusieurs années en solitaire, jusqu'au jour où je me suis pointé à Pontoise, non pas avec mon accordéon, mais avec mon violon. Dans l'intervalle, je m'étais mis au violon. Je jouais dans mon petit coin, puis tout d'un coup, il y a un monsieur hyper excité qui me dit « Tu joues de la musique irlandaise ?» Oui, oui. Et, viens, on va s'installer dans un coin, on va jouer. Il a sorti sa flûte traversière, c'était Phil Viron. Là, on a formé notre petit binôme, on a joué de la musique irlandaise ensemble, on a joué de la musique Centre-France ensemble aussi avec un tiers qui jouait de la vielle à roue qui s'appelait Jean Cantetot. Parce que Phil, il faut dire que il est cornemuseux en même temps qu'il est flûtiste. Il a touché à plein de trucs, mais enfin c'était un excellent cornemuseux. Donc on a fait un trio musique Centre-France, Diato, vielle, cornemuse. Il avait un nom, ce trio? Tant de chiens. D'accord. Enfin, on n'a pas beaucoup tourné, hein. C'était vraiment le groupe de copains, 1 fois ou 2 par an, on faisait un concert ou un bal à la MJC, etc., etc. Et puis, on a fait aussi un petit duo, ça s'appelait Main Road. On a dû faire 2-3 concerts à tout casser, mais quand même, on jouait. J'ai animé des ateliers de musique irlandaise à la MJC de Pontoise, mais la MJC de Pontoise, ça a vraiment été ma bouffée d'air pur pendant toutes les années que j'ai vécues en Île-de-France, hein, au point de vue musical. Il faut dire aussi, ils avaient une activité du feu de Dieu. Hein. Il y avait un bal folk tous les mois, ils faisaient venir des groupes. Alors, pas vraiment de musique irlandaise, mais parce qu'ils organisaient surtout des bals. Donc, pour les bals... en musique bretonne, c'est eux qui m'ont fait voir Skeduz, Skolvan, Bluesabella, etc., etc. Donc, pendant toutes ces années, j'ai fait de la musique irlandaise, on a animé des ateliers, et en 2004, je suis revenu, enfin, 2005 plutôt, je suis revenu à Rouen. J'ai essayé de monter un groupe avec... un certain Gildas Lemonnier, auquel s'est greffée une certaine Fantine Cavé. Ça a un peu splitté. J'ai aussi participé à un groupe plutôt sur Pontoise, qui s'appelait les Clam Diggers. On a élargi avec Phil et moi pour s'appeler Creel of Turf. On a fait 2-3 concerts et puis ça n'a pas duré. Et puis la vraie charnière, c'est quand j'ai rencontré Anthony à une session
Le groupe que j'avais avec Gildas venait juste d'éclater. On avait une date, qu'est-ce que je fais? J'annule. J'ai dit non, je vais remonter un groupe. Allô, Phil, ça te dirait un petit concert? Phil, pas de problème, ok. Ce serait bien de trouver un guitariste. Je vois Anthony à côté de moi, je lui dis, ben écoute, on a un concert dans un mois, est-ce que ça te dirait de faire de la guitare avec nous? Alors, il ne m'a pas répondu tout de suite. Et puis il m'a recontacté, il m'a dit, ben finalement, ouais. Et alors donc on a fait des répètes massives, et puis ben, je lui ai appris tout ce que je savais. Et Anthony, c'était une véritable éponge. Il en voulait, il avait du temps de libre, et il a fait le taf. Feu de Dieu. Hein. Et donc, ben, on a remonté Main Road avec Phil, sauf que là, on n'était plus en duo, on était en trio. Et ben, c'est une formule qui a bien marché pendant quelques années, jusqu'en 2015-2016. Anthony nous a quittés, bah, faut dire, il a quitté Rouen. Hein. Donc j'ai proposé à Alexis Pollard, de remplacer Anthony à la guitare. Donc on a fait un duo guitare-violon, parce que c'était une période où je jouais plutôt du violon que de l'accordéon, dans les années 2016, 2018, 2019. Mais ça n'a pas trop duré. Alex, bon, bah, il a une vie professionnelle bien remplie, il avait sa vie familiale, donc il n'avait pas la même disponibilité. Puis depuis, bon, bah, Alex, il a intégré le groupe à Fabien, les Dunbridge. Ça tourne bien pour eux, j'en suis vachement content pour Alex. Ça a l'air de bien marcher d'ailleurs. Donc moi, ben, j'ai plus de groupe. Entre 2004 et 2010, est-ce que tu as pratiqué en session et tout? Ton groupe, il a quand même perduré pendant ces années-là? Alors, les sessions, puisqu'on parle de sessions. Aujourd'hui, à Rouen, depuis les années 2010, bah, maintenant, avec les sessions qui s'organisent, il y a quasiment une session par semaine. Il y a 4 sessions par mois en fonctionnement nominal. En 2010, dans les années avant que vous mettiez ça en place, c'était une session par mois, en maximum. Et avant encore, une session, c'était un événement. Donc, très peu de sessions. J'ai participé à très peu de sessions. Si c'était ça ta question. Ouais, tout à fait. Ça restait un événement très exceptionnel et surtout très informel et improvisé. Hein, la bande à Pierre, ça, c'est que... Bon, allez, hop, on va se faire un petit resto, là, c'est vendredi, hop. Bon, vous avez pris les instruments, bon, allez, hop, on va faire un tour au Yesterday. Bon, j'ai quand même participé à quelques sessions au Yesterday, il faut dire, le Yesterday. C'était quelque chose. Le seul bar où quand t'arrivais, t'avais un vélo suspendu au plafond. Un vélo ou un piano, je me souviens plus. Non, ça devait être un vélo quand même, faut pas exagérer. Enfin, c'est une ambiance du feu de Dieu. C'était le patron du Yesterday. J'ai oublié son prénom. Extravagant. Je trouve pas le mot. Mais enfin, bon, si tu veux, il y a eu quand même une certaine continuité entre le pub Yesterday et le gibier de Potence. Donc, pour en revenir à ta question, avant les années 2010, j'ai participé à très peu de sessions à Rouen, et avant tout, pour les 2 raisons que je t'ai dit. Il y en avait peu, et elles étaient toujours plus ou moins informelles et improvisées. Hein, il n'y avait pas la liste de diffusion, bon, telle date, il y a une session. Non, bon, allez, on a bien mangé. Ah tiens, on va sessionner au Yesterday. On arrivait au Yesterday, bon, le patron il dit, oh tiens, vous là, oui, bon, allez, mettez-vous là. Mais c'était informel et en général bien alcoolisé. Voilà, ça répond à ta question? Tout à fait. Et depuis 2010 jusqu'à nos jours, puisque tu joues toujours en session activement, ton parcours musical depuis? Bon, alors, en 2010, c'est là j'ai recommencé à pratiquer la musique de rue. La musique de rue, j'en faisais déjà au début des années 80. C'est comme ça que j'ai rencontré celle qui allait devenir la maman de ma fille. C'est devenu en fait mon activité musicale principale, ça, la musique de rue. Et musicien de session pour le côté convivial avec d'autres musiciens. Qu'est-ce que tu penses du public de la rue, justement? Pour avoir fait un peu de musique de rue, moi je trouve que c'est un public vachement difficile. Je trouve que c'est très coûteux de jouer dans la rue. Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est une question de tempérament. Alors, ce que j'aime bien dans la musique de rue, mais ça c'est mon tempérament,
c'est que j'ai rien à demander à personne. J'ai envie d'y aller, j'y vais. Ça me fait chier d'y aller, j'y vais pas. J'en ai marre de jouer, j'arrête. J'ai de compte à rendre à personne. La musique de rue, il y a cette liberté totale. Où que tu ailles en France, t'as pas un radis en poche, mais t'as ton instrument. Tu joues, ça tombe tout de suite. Le rapport à l'argent aussi, il n'y a aucun délai entre la prestation et la rémunération. Tu as un rapport direct. C'est-à-dire, ça nous plaît, tiens, ça nous plaît pas, on passe. Il y a le côté aventure. Hein. Chaque fois que je vais dans la rue, je ne sais jamais où je vais jouer, combien de temps je vais jouer, si ça va bien se passer, si ça va mal se passer. C'est ce que Alan Watts, philosophe américain, appelait bienheureuse insécurité. Ça fait toujours bondir quand je dis ça, mais il y a de ça. Il y a de ça, il y a un côté expérimental. Et puis, il y a aussi un autre truc que j'aime beaucoup dans la musique de rue, c'est que ça me permet de toucher un public que je n'aurais jamais l'occasion autrement de toucher. Ça me permet... Alors surtout quand j'arrive à un âge avancé, où le côté transmission devient plus important que le côté percé. Tu veux, là, tout ce que j'avais à prouver, ben, soit je l'ai déjà prouvé, soit que c'est trop tard pour le prouver. Donc, j'ai plus rien à prouver, par contre, j'ai des trucs à transmettre. Et donc, c'est un moyen de les transmettre et de toucher un public qu'autrement, j'aurais jamais l'occasion de... Alors, c'est dur, hein, la musique de... C'est rude. Hein, déjà physiquement. Là, en ce moment, en plein hiver, au bout de 2 heures... Bon, tu peux avoir des rapports difficiles avec les commerçants riverains. Tu peux avoir des problèmes avec la maréchaussée. Parce que tu es dans la plus totale illégalité. Dis, bon, j'ai pas le droit, tant pis, c'est pas grave, je prends le gauche. Tu parlais de transmission, là, juste avant. C'est une question que je voulais te poser aussi. Est-ce que tu as enseigné la musique irlandaise? Donc, tu parlais de l'atelier à Pontoise. Tu parlais un petit peu aussi de ce que tu as pu transmettre à Anthony à la guitare. Est-ce qu'il y a d'autres contextes où tu as pu transmettre la musique? La musique en général, oui. La musique irlandaise, beaucoup moins. J'ai donné des cours pendant quelques années à Galaor, dans les années 2015-2016. J'aurais bien aimé donner des cours soit de violon, soit d'accordéon, mais toutes les places étaient prises, et puis je faisais gardien. Donc on m'avait refilé les cours de guitare. C'était gentil, quoi. C'était tout sauf de la musique irlandaise. D'accord. Hein, les petites jeunes ados, là, je voudrais apprendre à jouer Maître Gims. Non, ça va pas être possible. Madame retraitée, 65 ans, etc. Je voudrais apprendre Sur la route de Memphis de Eddie Mitchell. Bon, j'ai touché à tout sauf à la musique irlandaise. Bon, je regrette pas, hein, c'était vachement intéressant. Ça m'a permis de me rafraîchir la mémoire et puis d'élargir mes horizons musicaux sur des tas de trucs que j'aurais jamais eu l'occasion de découvrir autrement. Mais bon, ça n'a pas été très concluant parce que les cours dans un cadre récréatif, c'est pour occuper les gens dans leurs loisirs plutôt que de les faire progresser. J'aimerais bien les faire progresser, mais pour ça, il faudrait qu'ils s'investissent, et les gens s'investissent rarement. En fait, les expériences... Alors, j'ai aussi donné quelques cours de violon à des... qui n'ont pas été très concluants non plus, parce que les élèves ont rapidement décroché. Alors, je sais pas, ça tient peut-être à moi, ça tient peut-être aux élèves. Je suis quelqu'un d'assez sans condition, quoi. Tu veux faire de la musique? Bon, bah, faut que tu bosses. Ah, t'as pas bossé? Ah bah, c'est dommage. Il y a aussi la transmission qu'on peut faire en session. Moi, personnellement, il y a beaucoup de morceaux que je joue que j'associe à ton jeu, que j'ai entendu de ton jeu, que j'ai enregistré quand tu jouais, et que j'ai appris sur ces enregistrements-là. Et Ah bah, j'en suis ravi. Et en fait, je pense que pour quelques musiciens rouennais, tu fais quand même partie des différents répertoires de sessions. J'aime bien penser en répertoire. Il y a le répertoire de Pierre, il y a le répertoire d'Éric Lefort, tu vois.
Oh, mais je fonctionne comme ça aussi. Hein. Moi, il y a des morceaux, clairement, Dublin Reel, c'est du Pierre. La suite Moving in Decency, The Merry Blacksmith et puis Limestone Rock, c'est une suite à Pierre. Speed the Plough, The Cup of Tea et The Old Copper Plate, The New Copper Plate, c'est une suite à Pierre. Tout à fait. Je fonctionne pareil. Hein. Oui, alors, si tu veux, la transmission dans le cadre des sessions, j'y pense pas parce que j'ai beaucoup moins de retours. Mais avec le temps, je me suis rendu compte qu'elle était effective et réelle. Tu n'étais pas le premier à me faire la réflexion. Il y a aussi Antoine qui m'a fait la réflexion. Mais bon, j'y pense pas trop, moi, parce que c'est informel. Exactement. Et que, c'est pas et que ça n'est pas programmé, prévu, quoi. Ça se fait au fil de l'eau. C'est de la transmission qui se fait sans le vouloir, sans le savoir, quoi. Les transmissions dont je peux m'enorgueillir, en quelque sorte, c'est pas des transmissions dans un cadre prof-élève, c'est des transmissions plutôt, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais ça correspond plus à la réalité des choses, dans un cadre maître-disciple. En matière de plaisanterie, quand j'ai formé Anthony, s'il me regarde, ça doit le faire bien rigoler, mais enfin, bon, je l'appelais mon padawan. C'est exactement ça. Bon, depuis, c'est lui le maître Jedi. Mais je suis content. Là, la transmission, elle a marché à fond les ballons. Ça n'a pas touché grand monde, mais ceux que ça a touché, ah ouais. Est-ce que dans tout ça, t'as été le padawan, toi, un jour? Et si oui, de qui? Non. C'est pas un choix, ça s'est fait comme ça. Je suis quelqu'un d'assez rétif à l'autorité. Il se trouve que mes premiers pas, ils ont toujours été faits dans un vide abyssal. C'est au début des années 80, qui jouait de l'accordéon en musique irlandaise? Sur Rouen, personne. Le seul quel je puisse devoir quelque chose en accordéon irlandais, encore dans une très 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 petite mesure, c'est Gilles Poutou. J'ai vu jouer Gilles Poutou, il m'a quand même transmis quelques petites règles. Tu fais bien de me poser la question parce que si, en 80... Alors, ça doit être en 93, je crois. Oui, j'ai suivi un stage à Tocan avec Ellis Egan. Mais alors, au point de vue pédagogie, c'était carré. Elle a donné des partitions à noter. C'était d'une propreté, d'une netteté. Si, on peut dire quand même que j'ai eu quand même mes maîtres Jedi. Mais ça a été très ponctuel, rien de suivi. Et l'immense partie de mon travail de progression, je l'ai fait seul en autodidacte. La progression a été extrêmement lente et laborieuse. Après, les moyens d'apprentissage n'étaient pas les mêmes non plus à l'époque. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc on est beaucoup plus... on a beaucoup plus d'accès à de la ressource, son, vidéo... Tutoriel. Tout à fait. Il y a aussi des professionnels, des musiciens qui transmettent sous forme de tutos, de vidéos, et qui font des masterclass à distance. Oui, je suis pas trop dans ce truc-là. Et les festivals aussi fleurissent partout. Hein. Il y en a plus qu'avant. Oh bah attends, des festivals de musique irlandaise, dans les années 80, il y en avait, à ma connaissance, zéro. Ça a commencé avec les années 90. Avec Tocan. Tocan a été un précurseur. Ensuite sont venus Poitiers, Celtissime, Mesquer, le Bono. Maintenant, il y en a, en veux-tu, en voilà, quoi. Tu sais plus où donner de la tête. Hein. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Pour recentrer un petit peu sur Rouen, selon toi, comment se porte la musique irlandaise à Rouen actuellement? Qu'est-ce que tu trouves bien? Qu'est-ce que tu peux trouver moins bien? Première question, est-ce que la musique irlandaise à Rouen se porte bien? Oui. Pendant les années 90 et au début des années 2000, on avait une grosse inquiétude, les musiciens de notre génération, c'est que elle est où la relève? C'était le désert. La relève, elle est arrivée dans les années 2010, avec la génération Anthony, Martial, Fantine, etc.
elle est là, il n'y a plus de problème. La relève est assurée. On en est au stade où c'est vous qui êtes les références pour la génération d'après. C'est notre problème maintenant. Non, c'est pas un problème. C'est que vous êtes devenus, à votre tour, des références. C'est vous les Jedi. Vous êtes les Jedi maintenant. Alors nous, on est les vieux Jedi, quoi. Toi, tu es Luke Skywalker. Moi, je suis Maître Yoda. La comparaison fonctionne. Ah ben, écoute, comment dire, quand tu commences à parler Jedi Padawan, c'est vraiment de ça qu'il s'agit. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Donc oui, la musique irlandaise à Rouen, oui, elle se porte bien, phénoménalement bien. La relève est assurée, ça se bouscule au portillon, il y a des sessions, quasiment 4 sessions par mois. Donc oui, alors, les trucs négatifs, c'est qu'il y a trop de monde pour les sessions. Il en faudrait plus. Mais enfin bon, je veux dire, si ce n'est que ça, ça va. Moi, je préfère ça plutôt que l'inverse. Non, il y a des choses à redire. Bon, le principe de la gig, au début, j'ai eu un peu de mal à l'idée que les organisateurs de la gig facturent auprès du bistrot, mais que les musiciens jouent gratos. Puis j'ai réfléchi, et puis je me suis dit, écoute, les organisateurs, ils font la démarche de démarcher, d'organiser, etc. C'est un boulot, toute peine mérite salaire. Nous, ça nous permet d'arriver les mains dans les poches. Ok, c'est normal. Je vais prêcher un peu ma paroisse parce que je fais partie des organisateurs. Il y a aussi des conditions dont les musiciens profitent, par exemple les consommations gratuites, la nourriture gratuite, et aussi... Attends, je disais ça pour critiquer. Hein. Je sais, bien sûr, mais aussi l'avantage de, si tu veux, de faire fonctionner les sessions moyennant un peu d'argent, c'est que derrière, ça nourrit aussi les projets de notre asso, notamment les publications. Tu vois, le petit livret qu'on a fait pour que les gens aient accès à plus de répertoire. Nous, on pense que c'est un cercle vertueux et on en voit les effets. J'ai rien dit de négatif, j'ai dit simplement, au début, j'ai eu du mal. J'ai longtemps réfléchi à ça et puis j'en suis arrivé à me dire que j'y trouve avantage. Tant plus que, oui, effectivement, on boit et on grignote à l'œil. Bon, ok, on s'y retrouve. Allez, je joue le jeu, j'ai rien à y redire, ça marche comme ça, c'est bien. Et puis, je veux dire, c'est un réel boulot, vous assurez un travail, bon, ok. Qu'est-ce que tu trouves le plus intéressant, les aspects que tu trouves intéressants dans la pratique en session? Qu'est-ce qui te plaît à venir en session? De façon générale? Ouais, quand tu viens dans une session irlandaise, qu'est-ce que tu vas rechercher en fait dans une session? Qu'est-ce qui te plaît? Retrouver les copains. Si tu veux, musicalement, bon, ça me fait pratiquer. Ça me replonge dans le bain. Alors d'autant plus que, si tu veux, maintenant, je ne suis plus la locomotive dans les sessions, musicalement. Il y a des musiciens qui sont bien meilleurs que moi, donc j'accompagne. Je ne suis pas de ceux qui suivent, je suis de ceux qui accompagnent. Je ne suis pas de ceux qui mènent. C'est confortable, tu sais, de ne pas être le meneur. Dans la mesure où tu n'es pas complètement largué. Ce qui n'est plus vraiment le cas. Bon, sauf quand tu commences à te lâcher et puis que tu... Bon, allez, on va monter le tempo, on va aller à 160, là. Bon, ok, bon. On boit sa bière et puis on attend qu'il ait terminé. Ou alors, bon, allez, on relève le défi, ouais, bon, on y arrive, allez. Bon, heureusement que ça dure qu'une suite. Hein. Mais sinon, dans l'ensemble, oui, musicalement, je m'y retrouve. Il y a eu des moments un peu difficiles, hein, parce que les sessions d'aujourd'hui,
Enfin, les sessions rouennaises d'aujourd'hui, celles qui sont coachées par Mira particulièrement, bon, c'est coaché, donc il n'y a pas de débordement, c'est nickel. Bon, les sessions GDP, enfin gibier de potence, comptoir des pirates, c'est pas du tout le même état d'esprit. C'est informel, si on se retrouve, on est entre potes, on invite les potes. Donc on retrouve certains aspects de sessions que j'ai pu connaître autrefois, pas sur Rouen, parce que sur Rouen c'était un noyau, mais notamment sur Paris, les rivalités entre les musiciens, le panier de crabes, j'ai vu ça aussi en session, hein, c'était pénible. C'était pénible. Il n'y a pas ça à Rouen actuellement. Et j'apprécie. J'apprécie. Dernière question avant de terminer. Quel conseil tu donnerais à un musicien ou une musicienne qui débute la musique irlandaise? Il en faut qu'un? Ça peut être plusieurs. Oui, mais ça va prendre beaucoup de temps. Bah, brièvement. Brièvement. Bon, je vais essayer de me limiter à un ou deux. Je vais essayer de me limiter à un ou deux que n'ont pas déjà donné, je pense, Pierre et Jérôme. Ne pas commettre l'erreur de chercher à tout prix la vitesse. Ça, c'est un trait qui est commun chez beaucoup de jeunes et de moins jeunes. Ouais, faut aller vite, faut aller vite. Non. Quatre choses. La qualité du son. Sur un instrument comme la flûte ou le violon, au violon, faut que tes notes elles sortent pleinement, pas du crin-crin, etc. La qualité du son, la justesse des notes. Au violon, la justesse des notes, même à la flûte, la justesse des notes. La justesse des notes et la mise en place rythmique. Et la vitesse dans tout ça, la vitesse, c'est ce qui vient tout seul une fois que tout le reste est en place. Je me souviens quand je disais à Anthony dans les premiers temps, la vitesse, c'est une grâce. C'est quelque chose qui vient tout seul, qui t'est accordé quand tu en es digne. Le mot n'est pas trop fort. Donc, voilà. J'aurais des tas de choses autres à dire, mais ça, je pense que c'est important. Très bien. Merci beaucoup pour ton temps et tes réponses. Je te dis à bientôt en session. Ça ne sera pas ce soir, hélas. Mais ce sera bientôt. Mais ce sera bientôt. Merci Eric.